Bonjour, nous sommes vendredi. Voilà, dernier jour de la semaine. Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu plus longue puisque, tout le monde est à la maison. J'en profite pour vous dire, ne soyez pas étonnés, bientôt vous allez voir en coefficient 0 une note apparaître pour le troisième trimestre. Note qui aura pour, intitulé «Ajustement moyenne». Alors, je vous explique. Hem, Pronote ne pourra pas éditer de bulletin sans avoir une note. Voilà, c'est un logiciel qui a besoin d'une note. Donc nous, on veut éditer les bulletins pour vous mettre des appréciations, pas des notes puisque, le ministre de l'Éducation a dit qu'il y en aurait pas pour le troisième trimestre. Donc, pour qu'on puisse quand même éditer les bulletins et remplir des appréciations, on va mettre une espèce de note, fausse, coefficient 0, donc que vous voyez dans Pronote, mais qui n'apparaîtra pas du tout sur le bulletin, rassurez-vous. On aurait bien préféré qu'en fait, elle n'apparaisse pas du tout, ça vous aurait tranquillisé, mais on ne peut pas faire ce réglage. Donc vous allez voir une note coef 0 apparaître ajustement de moyenne, qui n'est en fait que elle même la moyenne du trimestre 1 et du trimestre 2. Donc c'est une note tout à fait juste, puisqu'elle correspond à votre moyenne de toute l'année finalement. Donc, voilà, pas d'inquiétude. Mais de toute façon, c'est une note pour rien. C'est vraiment simplement pour nous permettre, d'éditer les bulletins et que les cases dans lesquelles on veut remplir les appréciations puissent apparaître. Voilà. Donc j'espère que je me suis bien exprimée. En tout cas, donc, voilà, si vous voyez cette note apparaître, c'est une note qui compte pour du beurre, qui ne compte rien du tout. Donc aujourd'hui, on fait le commentaire, du paysan devenu médecin. Alors je n'ai pas trouvé, à l'écran exactement le même texte que celui du recueil Magnard, donc je vais vous lire quelques passages du recueil Magnard et là je vous mets à l'écran, l'autre traduction. Bah, comme ça, en fait, je me suis dit que c'était pas si mal. Vous verrez un petit peu ce qu'on peut avoir comme, différence. C'est pas tant vraiment de la traduction, c'est que plusieurs versions, sont venues, jusqu'à nous, donc il y a des petites variantes. Voilà. Donc, dans ce fabliau, on n'a pas comme d'habitude, une petite introduction dans laquelle celui qui raconte, se décrit. Par exemple, pour les 3 aveugles de Compiègne, on avait: «Je dirais ici l'enseignement du fabliau que je vais vous raconter. On considère que tatati tatata». Donc là, on a personne qui vous dit, «Tiens, je vais vous raconter». On avait aussi, «J'ai l'habitude de dire des fabliaux, mais je veux vous raconter cette fois, au lieu d'une fiction, une histoire qui est vraie». Donc là, on n'a pas, de petite introduction du conteur lui-même. On a directement le fabliau qui commence. Par contre, on a bien à la fin une morale et ce fabliau, on peut, si vous l'avez lu hier comme j'ai demandé, hein, on peut déjà le diviser en 2 parties. Il y a toute la partie du paysan avec sa femme chez eux, et coup de bâton, inclus, et puis ensuite on va avoir le paysan envoyé chez le roi et dans son statut de paysan devenu médecin justement. Alors ça commence par: «Il y avait un riche paysan qui était extrêmement avare». C'est presque un peu un début de conte de fées. Donc vous voyez ici que dans cette, traduction-là, on a gardé le mot vilain, le mot d'origine qui veut bien dire paysan. Il ne quittait jamais sa charrue qu'il menait toujours lui-même, attelé d'une jument et d'un roussin, donc un type de cheval. Il avait de la viande, du pain et du vin en quantité, mais pas de femme, ce que lui reprochaient ses amis et ses voisins. Donc c'est à peu près pareil, hein, voilà, on vous parle des reproches ici. «Si j'en trouvais une bonne, je l'épouserais volontiers». Et ici vous avez: «Il s'excusait en disant que s'il rencontrait une bonne femme, il la prendrait». Alors la bonne femme, c'est l'équivalent du bonhomme. Nous, on a le mot bonhomme tout soudé, B-O-N-H-O-2-M-E, mais au Moyen Âge, on a le bon homme en 2 mots et la bonne femme en 2 mots. Le bonhomme et la bonne femme, ce sont l'homme et la femme qui font le bien, qui méritent donc, on va dire, d'être aimés. Il entend par là une bonne femme, c'est la femme qui va prendre soin de lui et qui sait tout faire, le ménage et cetera, voilà, la femme, on va dire, parfaite, hein, et la femme qui fait le bien. Il y a ce double sens. Vous voyez que le mot bonne femme aujourd'hui, ah, cette bonne femme, elle m'énerve, est devenu extrêmement péjoratif, hein. Et le mot, même le mot bonhomme, a totalement perdu son sens de homme bon. Hein, on va dire bonhomme de neige, c'est presque, il a pris un sens de petit homme rigolo ou de figurine presque dans ce sens-là. Donc voilà, les mots bonhomme et bonne femme ont considérablement évolué. Alors, il promirent donc de chercher une femme pour le chevalier.
Ensuite, on vous explique, non loin de là vivait un chevalier âgé et veuf qui avait une fille extrêmement belle et courtoise, mais comme il était pauvre, il ne trouvait personne pour la demander en mariage. On vous dit bien donc qu'elle est en âge d'être mariée. Alors pourquoi est-ce que sa pauvreté, l'empêche, de se marier? Eh bien, une femme de chevalier, pour se marier, elle doit apporter une dot, c'est-à-dire de l'argent à son mari, et ce mari est noble normalement, il doit lui correspondre en termes de noblesse. Chevalier, c'est un petit grade de la noblesse, on va dire, donc eh bien cette fille de chevalier doit épouser à peu près l'équivalent, donc un chevalier comme son père. Or, elle n'a pas d'argent et le paysan, lui, il n'a pas de titre de noblesse, mais il a de l'argent. Donc c'est ce qu'on appelle une mésalliance. Vous voyez, on a le mot alliance ici, c'est-à-dire une alliance qui est mauvaise dans le sens où c'est le paysan basse classe sociale qui épouse une fille de chevalier haute classe sociale. Et elle, donc on voit elle n'est pas tout à fait, voilà, malgré sa répugnance, on vous dit qu'elle n'a plus de mère pour la défendre et donc eh bien, malgré sa répugnance, les noces se sont célébrées. Tiens, ici, on ne vous parle pas de la mère alors que, dans mon texte, oui, la fille qui était sage et qui n'avait plus l'appui de sa mère, oui, là, on ne parle pas de la maman. Donc sa mère l'aurait défendue, mais eh bien, elle est forcée de se marier contre son gré. Donc n'osa contredire son père et se soumit à sa volonté. Donc, les noces se passent et on dit avoir une vie. Donc, le paysan ne fut pas long à penser qu'il avait fait une bêtise. Avoir fille de chevalier est incompatible avec son métier. Et oui, parce que la fille de chevalier, comme elle a été très très bien élevée, on peut tout de même pas la mettre dans un champ à aller ramasser du blé. Donc, elle reste à la maison, à s'occuper de la maison. Et bien, voilà, c'est là que le paysan a des doutes. Pendant qu'il sera en train de labourer, un damoiseau pour qui tous les jours sont fériés, un damoiseau, donc quelqu'un de haute naissance, comme la fille de chevalier, qui n'a rien à faire de ses journées parce qu'il n'a pas besoin de travailler. Donc un damoiseau viendra rôder dans sa rue. À peine sera-t-il sorti de sa maison qu'arrivera chaque jour le curé pour séduire sa femme et parvenir à ses fins. Jamais une fille de chevalier n'aimera un mari paysan. Pour elle, il ne vaut rien. Donc voilà, il se met plein de choses en tête qui ne sont pas forcément vraies. Il suppose que sa femme ne peut pas l'élever parce qu'ils ne sont pas du même rang social. Il suppose que le curé va venir rappliquer pour la séduire. Alors encore une fois, hein, les curés sont vraiment très très mal vus comme on le voit. Ou alors que quelqu'un d'autre, d'aussi noble naissance qu'elle, va venir la séduire aussi. Et donc, il commence alors à chercher comment il pourrait sauver son couple. C'est ça qui est drôle, parce que pour sauver son couple, eh bien, il décide de lui taper dessus. Hem, donc je vous lis ça. «J'y tremble d'y penser, comment donc faire quand il n'y a plus de remède? Si le matin avant de partir, je la battais, se dit-il à lui-même. Elle pleurerait tout le reste du jour, et il est sûr que pendant qu'elle pleurerait, elle ne songerait point pas mal. Alors, dans mon texte, il est marqué: «Elle pleurerait toute la journée et j'irai travailler tranquille. Tant qu'elle pleurera, nul n'ira lui faire la cour». Et oui, parce qu'en fait, quand on pleure, on a les yeux, bouffis, tout rouges et cetera. On n'est pas, séduisante, donc il est tranquille. Alors, on vous dit bien comment il la bat, hein. Là, je vous lis le texte, mon texte Magnard. Hem Sitôt la table ôtée de sa main. Alors pourquoi est-ce qu'on ôte la table? Je vous rappelle qu'à l'époque, on mettait des tréteaux, une planche de bois, c'était la table, et on l'enlève une fois qu'on a fini de manger pour faire plus de place. Sitôt la table ôtée de sa main qu'il avait grande et large, le paysan frappe sa femme au visage, tellement fort que la trace des doigts reste visible. Il la traîne ensuite par les cheveux. Le brutal la roue de coups, comme si elle avait commis le pire. Cela fait, il part tranquillement au champ, laissant sa femme en pleurs. Ah ben dites donc, quand même. C'est assez extraordinaire. Alors là, dans cette version-là, voilà, on vous parle bien donc du soufflet qu'il applique et de la marque des 5 doigts, et en plus, voilà, il redouble, de quelques autres coups. Donc la pauvre, ça ne va pas. Et là, voilà, là, elle parle de sa mère. Donc on sait que le soir, il lui demande pardon, le lendemain matin, il recommence. Voilà, il demande pardon en disant: «Ah, c'est le diable qui m'avait, pris l'esprit», enfin bon, bref. Alors du coup, le lendemain matin, cela recommence et tandis qu'elle se désespérait, on vous dit que des messagers du roi viennent à passer. Alors je continue
ma lecture sur mon texte. Tandis qu'elle se lamente, ainsi arrivent 2 messagers du roi, chacun sur un blanc palefroid. Ils se dirigent vers la dame, la saluent au nom du roi et lui demandent à manger. Donc ça, c'est on demande l'hospitalité à cette époque-là assez facilement quand on est en voyage. Elle les sert volontiers, puis leur demande: «D'où venez-vous et où allez-vous? Dites-moi ce que vous cherchez». Donc là, on attaque la deuxième partie du texte, on va dire à partir de la ligne 68 pour ceux qui ont le magnard sous les yeux. C'est page 33, en fait, je ne l'ai pas rappelé, là je suis page 33. Et vous voyez qu'on instaure à ce moment-là du texte, un dialogue, pour, rendre un petit peu plus vivant les choses. Hein, d'où venez-vous et où allez-vous? Voilà, ici, on a le dialogue aussi qui commence, mais sur ce texte-là, on le voit pas bien, hein. Dans votre texte à vous, c'est beaucoup plus clair. On a les tirets qui sont bien mis et bien à la ligne. Et donc les messagers expliquent l'histoire de la fille du roi, qui a cette arête coincée dans la bouche. Oui, non, pardon, on est encore au début du texte. On pourrait dire que c'est le milieu du texte quand le paysan part chez le roi. Et donc, c'est là que cette femme de chevalier, elle a un esprit d'à propos extraordinaire parce qu'elle va profiter immédiatement, hein, on voit qu'elle en a dans le ciboulot. Elle se disait juste avant: «Ah, mais s'il savait ce que c'était que d'être battu, il ne me battrait pas». Et donc, alors que les messagers lui disent chercher un médecin, ce qui n'a absolument rien à voir avec son histoire à elle, de paysan et de paysan qui l'abat, eh bien si, elle va faire un lien et elle va faire cette ruse. Alors donc dans les fabliaux, si vous en avez lu un certain nombre, vous avez vu que, on a la ruse qui revient énormément et que les femmes rusées ou les femmes trompeuses, elles sont nombreuses dans ces fabliaux. Donc là, c'est une femme rusée, une femme qui trompe, mais on la comprend et même on va lui dire volontiers qu'elle a raison, puisque c'est elle qui est la femme battue tout à fait injustement, 100% injustement, parce qu'elle n'a rien à se reprocher. Donc, qu'est-ce qu'elle donne pour se sortir d'affaire comme indication? Elle dit: «Ah bah attention, battez-le, sans quoi il n'acceptera pas de vous suivre». Effectivement, c'est bien vu de sa part puisque, il commencera par dire: «Mais non, je suis pas médecin», mais si on le bat correctement, comme vous savez, sous la torture, on est capable de dire n'importe quoi. Donc la deuxième partie du texte commence vraiment ici, voilà. Et donc dans notre texte à nous, il a été battu, plusieurs fois. Voilà, on vous dit donc là je suis page 35, ligne 109. L'un le frappe sur l'oreille, l'autre lui martèle le dos avec un grand et gros bâton. Il le malmène comme il faut, puis le conduisent chez le roi après l'avoir fait monter à l'envers sur le cheval, la tête côté talon. Ça fait pas être bien confortable. Et donc, deuxième partie du texte, le paysan est chez le roi. Le roi venu à leur rencontre leur demande: «Vous n'avez rien trouvé?» «Mais si», disent-ils ensemble. Et on vous dit que voilà, le paysan a très très peur. Nouveau dialogue qui s'amorce ici avec le roi. Docteur fait-il, écoutez-moi, je vais faire venir ma fille qui a grand besoin de guérir. Et là, on va le revoir donc dans la pièce du médecin malgré lui, qui est vraiment basée sur ce fabliau, vous allez voir. Il continue à nier le médecin parce que lui, on a bien compris qu'il était assez têtu et pas très ouvert d'esprit. On l'a vu avec son raisonnement à propos de sa femme. Donc il continue à dire non jusqu'à ce qu'il soit battu comme il faut. Alors ensuite, on a véritablement, une autre, approche et une autre opinion de ce personnage, à partir du moment où, il dit: «On se jette sur le paysan dès qu'il sent les coups, il croit devenir fou. Pitié se met-il à crier: "Je vais la guérir tout de suite"». Donc à un moment donné, le paysan se dit: «Mais en fait, je n'ai pas le choix. Soit je vais mourir sur le coup, soit je vais trouver un moyen de la guérir». Et alors là, il a un moyen qui, ma foi, est tout à fait un moyen de paysan. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il demande à ce que tout le monde sorte déjà pour être tranquille sur la méthode. Voilà, on a, «Faites un feu dans cette chambre et qu'on me laisse, vous verrez quels sont mes talents, s'il plaît à Dieu, je la guérirai». Donc on doit avoir à peu près la même chose ici, voilà, tout le monde retiré, il la fit asseoir et cetera. Donc, quelle est sa technique? Alors j'espère qu'elle vous a plu. On vous dit bien qu'il se met, tout nu. Alors ça n'est pas écrit dans cette version-là que vous avez à l oui, que vous avez sous les yeux, mais dans celle que j'ai avec le magnard, je vous lis: «Quant aux paysans», d'ailleurs, il y a une faute d'orthographe. «Quant aux paysans», c'est le seul cas où le canto s'écrit Quant pour une fois. «Quant aux paysans, il se met tout nu, ôtant même ses braies», c'est-à-dire son pantalon, et vient s'allonger juste devant le feu. Donc, un petit peu plus loin, de la princesse, hein, et il ne s'allonge pas contre la princesse quand même, ce serait tout à fait inconvenant. Il s'allonge près du feu. Alors à l'époque aussi, au Moyen Âge, on n'est pas aussi à cheval sur la pudeur que nous le sommes maintenant. Donc le fait qu'il se mette tout nu,
C'est bien entendu fait pour faire rigoler l'assistance, hein. Tous les gens qui écoutent le fabliau vont, pouffer de rire, mais ça n'est pas, choquant. Donc il vient s'allonger devant le feu. Alors, il se gratte et il s'étrille. Il a les ongles longs et le cuir dur. Il n'y a homme, il n'y a nul homme jusqu'à Saumur qui se gratte mieux que lui. Face à ce spectacle, demoiselle Aude ne peut s'empêcher de vouloir rire malgré le mal qu'elle ressent. Donc ici, vous avez la même chose, il se gratte et il s'étrille, on vous parle toujours des ongles noirs et crochus, et là on précise qu'il fait des contorsions et des grimaces si plaisantes que la princesse, malgré sa douleur, éclate de rire. Donc en tout cas, quelle que soit la version qui est très très légèrement différente, en se grattant probablement il fait un petit peu des figures comme des figures de singe, ça la fait rire et tac, l'arête lui sort du gosier, elle est guérie. Et on peut se dire ah, fin de l'histoire, c'est parfait pour lui. Mais non parce que cet épisode chez le roi, qui est la deuxième partie de l'histoire, dure lui-même il est séparé en deux. Une fois qu'il a guéri la princesse, et ben c'est pas fini. Il va falloir guérir tout le monde. Donc alors c'est à peu près ici, ici dans le texte. Et moi, je vais vous lire. Voilà, alors je suis page 37 tout en haut. Ou plutôt page 36 tout en bas, sachez que je vous aime plus que tout, vous aurez des robes, des habits, etc. etc. Donc le roi veut que le médecin reste. Merci sire, je n'en veux pas, je ne souhaite pas rester avec vous, je dois revenir chez moi. Il n'en sera rien, dit le roi, tu seras mon docteur et mon ami. Non merci. Ah, mais est-ce qu'on dit non merci à un roi, franchement? Donc forcément, le roi appelle ses deux valets, battez-le-moi, il restera. Donc il se fait battre une... Ah, j'ai pas compté le nombre de fois qu'il se fait battre. Tiens, bah vous compterez. En tout cas, il s'est fait battre plus de fois qu'il n'a battu sa femme finalement, puisqu'il n'a battu sa femme que 2 fois. Donc finalement, il reste et là, les choses se corsent puisque le médecin, voilà, il se croyait tiré d'affaire lorsque les malades du pays, plus de 80 à mon avis, affluèrent chez le roi, chacun détaillant son cas. Donc quand on a plus de 80, à mon avis, on a là, à mon avis, on a une toute petite marque du compteur justement, qui n'a pas dit au début je vais vous raconter, mais quand il dit à mon avis, là c'est le compteur qui parle. Est-ce qu'on a le même phénomène ici? Non, on n'a pas de ah si 80, non, on n'a pas, le à mon avis, dans cette, traduction-là. Donc, comment va-t-il s'y prendre? Il a 80 personnes malades. Nouvelle ruse. La première fois pour l'arête, ça n'était pas une ruse. C'était une bonne idée, en fait, hein. Il avait réfléchi, il s'est dit, bon, bah, si je veux faire sortir l'arête, peut-être qu'un gloussement de rire, ça peut marcher. Et hop, donc là, c'était pas une ruse, c'était vraiment une idée pratique, on va dire. Là, en revanche, c'est véritablement une ruse parce qu'il ne peut pas s'en sortir. Il a 80 vrais malades devant lui, ou en tout cas, peut-être pas tous des vrais malades, mais une bonne partie d'entre eux doivent avoir des pieds cassés, des gonflements, de la fièvre, etc. Donc là, évidemment, il ne peut pas s'en sortir avec juste une idée de bon sens, comme faire rire et faire sortir une arête mécaniquement. Il va s'agir vraiment de médecine. Donc, quelle est sa ruse? J'espère que vous l'avez comprise. Elle est très simple. Elle dit, voilà ce qu'il déclare. Seigneur, par Dieu qui me créa, donc là je suis page 38, ligne 188. Seigneur, par Dieu qui me créa, vous guérir tous à la fois m'est impossible. Je vais choisir le plus malade et je le brûlerai dans ce feu. Tous les autres en tireront profit, car ceux qui avaleront sa cendre seront tout de suite guéris. Voilà, donc c'est là qu'il le déclare, je crois. Voilà, choisir le plus malade d'entre vous, le jeter dans le feu quand il sera consumé, prendre ses cendres et les faire avaler aux autres. Mon remède est violent, j'en conviens, mais il est sûr, et je réponds après cela de votre guérison sur ma tête. Eh bien oui, évidemment. Donc chacun d'entre eux va se reculer en disant non, 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 c'est pas moi le plus malade, c'est pas moi le plus malade, et d'ailleurs je vais tellement bien que je peux sortir, puisqu'il avait ordonné à tous ceux qui étaient bien portants, donc tous les accompagnants des malades de partir. Et bien du coup, dès que l'un dit non, non, moi je suis pas malade, il dit comment coquin, tu te portes bien, eh bien que fais-tu donc ici? Un sous-entendu, bah si tu vas bien, tu sors de la pièce. Donc vous comprenez le stratagème, ils sortent tous, ils déclarent même au roi qu'ils sont tous guéris et qu'ils vont on ne peut mieux. Et donc le roi est parfaitement content. Alors, comment ça se termine? Tiens, d'ailleurs, ici, c'est un prince et non pas un roi, je ne l'avais pas remarqué. Comment ça se termine? Eh bien, il est couvert de cadeaux.
Là voilà, le monarque le combla de présents. Dans mon texte, on a, «Il prend congé du roi et rentre, le cœur joyeux chez lui. Jamais un paysan ne fut plus riche. Il n'alla plus labourer et sa femme ne fut plus jamais battue. Au contraire, il l'aima et la chérit». Donc voilà, puisqu'il n'a plus besoin de travailler, eh bien, il peut rester auprès de sa femme, en fait. Et finalement, il a lui-même grimpé dans la condition sociale puisqu'il n'a plus besoin de travailler. Il s'est presque élevé au rang, de chevalier qui n'a plus besoin de travailler, donc tout va bien. Il est en harmonie, avec sa femme, finalement. Hem, voilà, et ici, le texte se clôt, pour le tour qu'elle lui joua, pardon, elle le rendit médecin malgré lui, sans le savoir. Vous voyez, médecin malgré lui, c'est intéressant parce que ça vient citer exactement le titre que reprend Molière. Dans mon texte, c'est traduit un petit peu différemment. Tout alla comme je vous dis, donc là j'aime bien parce qu'on a la présence du narrateur, à nouveau du conteur qui revient. Grâce à sa femme et à sa propre astuce, exacte, il devint un bon médecin sans études. Donc le sans études, vous voyez, est assez différent du médecin malgré lui, mais les 2 sont corrects, par rapport à l'histoire. Donc moi j'aime bien le grâce à sa femme et à sa propre astuce. Parce que c'est vrai que sa femme a donné, on va dire le 1er, le 1er petit coup de pied qui l'a fait partir de chez lui, mais ensuite c'est lui-même qui a transformé l'essai, comme on dit au rugby, et qui est par sa propre astuce et par sa propre ruse, est devenu donc, un grand médecin. Voilà, alors on a un petit peu détaillé ce texte ensemble. J'espère comme ça qu'il va vous être, bien présent à l'esprit, et vous verrez que Molière se fonde sur ce fabliau. On a des points communs et des différences. Il va transposer aussi son histoire, non pas au Moyen Âge, mais à son siècle à lui, Molière. Donc on n'aura plus le paysan et la fille de chevalier, on aura juste un couple, et on n'aura pas de roi non plus. On aura, un riche, un riche monsieur qui a besoin donc, du secours d'un médecin pour sa fille. Par contre, on a toujours, une fille, qui est présente, et chez Molière, il y aura une autre intrigue avec la fille. Pour que la fille donc elle s'appelle Lucinde, ce sera la fille de Géronte, le personnage donc, le papa qui a besoin de faire soigner sa fille. Et donc voilà, il va y avoir une autre intrigue avec la fille pour étoffer un petit peu ça et pouvoir en faire une belle pièce de théâtre avec finalement 2 couples, 2 hommes et 2 femmes, enfin même 2 hommes et 3 femmes, c'est un petit peu plus équilibré. Et pour une pièce de théâtre, si on n'a que 2 comédiens, du temps de Molière du moins, c'était pas commun. Voilà, donc j'espère que vous avez bien cela en tête, et maintenant, je vous engage à aller chercher le médecin malgré lui, comme je vous le disais. Nous commencerons le visionnage, je vous mettrai des petits bouts de vidéo à partir de la semaine prochaine. Mais avant ça, on expliquera quand même, ce que c'est que le théâtre, grâce à votre manuel, scolaire. Donc, voilà, tout ça c'est pour la semaine prochaine. Bon week-end!